Le Crédit Suisse n'est plus racheté par son frère ennemi, l'UBS. La faillite du Crédit Suisse, c'est la mort d'une institution qui est née à la fin du 19e siècle. Elle a même contribué au développement du chemin de fer suisse. Le Crédit Suisse deviendra au fil des décennies un établissement important de ce pays dont la banque est une véritable industrie. Mais cette expansion est jalonnée de scandales qui conduiront le Crédit Suisse à sa perte. Première affaire en 1977, 2 milliards de francs suisses de perte. Dans les années 90, c'est l'aventure américaine pour les banquiers suisses. En 2008, pour les subprimes, ils s'en sortent, il faut le dire, plutôt bien. C'est le frère ennemi, UBS, qui va trinquer. Mais en 2014, première alerte, avec une amende de 2,6 milliards de dollars pour fraude fiscale. Pour s'en sortir, la banque suisse recrute de grands banquiers. Tidjane Thiam, qui sera viré pour avoir fait suivre des employés, rien que ça. C'est ensuite une succession d'erreurs d'investissement, de changements de gouvernance. Axel Lehmann, patron du Crédit Suisse en 2022, essuie alors une perte de 7,3 milliards de francs suisses. La banque doit urgemment lever des fonds, elle n'y arrive pas. Pour la sauver, la Fédération suisse demande à l'UBS de l'absorber. Oui, le Crédit Suisse n'est plus. Mathilde Farine, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste en Suisse, spécialisée sur les sujets de finance. Vous avez suivi l'affaire ou l'histoire du Crédit Suisse et de ses frasques pendant plusieurs années. Vous venez de publier un livre sur cette enquête au long cours, La Chute, chronique de la débâcle d'une banque. C'est une coédition, Le Temps, Slakin. Quand on lit votre ouvrage, on a l'impression d'être dans un roman, à part que tout est vrai. Et qu'on connaît la fin. Oui. Mais c'est vrai, il y a des rebondissements, il y a des affaires un peu folles, un peu... on croit parfois rêver, c'est vrai, c'est vrai. Alors tout ça, ça part... alors moi j'ai trouvé une date, c'est 1996, quand les banques suisses se réorganisent, en fait. C'est-à-dire qu'il y a au début l'histoire d'un secteur d'activité qui est très important dans ce pays-là. Ça représente l'industrie majeure de la Suisse. Ça représente une des industries majeures, ouais. On pourrait rajouter aussi la pharma, par exemple, qui est une des grosses industries, mais c'est clair que la finance, c'est peut-être un peu plus connu. Puis il y a aussi le côté secret bancaire, les films, etc. Mais c'est une grosse industrie pour la Suisse, pour la gestion de fortune en particulier. Et que se passe-t-il en 1996 alors? Il y a plusieurs fusions, il y a une crise immobilière en Suisse qui oblige aussi un peu les acteurs à se regrouper. C'est un des points importants pour Crédit Suisse notamment parce que toute son organisation change. Elle absorbe une concurrente qui s'appelle Banque Populaire Suisse et ensuite elle se réorganise de façon différente, ce qui fait que à un moment donné, plus personne n'a une vision globale de comment fonctionne la banque. Ça, c'est pour ça que c'est un point important dans son histoire. Et c'est aussi 2 ans plus tard qu'il y aura la fusion entre UBS et SBS, Société de Banque Suisse, et qui donnera le rival de Crédit Suisse, qui est devenu son acquéreur. Oui, alors on en reparlera à la fin, mais c'est effectivement quelque chose de majeur pour la Suisse, l'acquisition d'un des concurrents par l'autre concurrent. Le secteur bancaire avant 96, en Suisse, c'est quoi? Des banques familiales, des banques traditionnelles? C'est le banquier suisse comme nous, en France, on a l'image, c'est-à-dire la personne qui défend le secret bancaire, discrète, avec des comptes numérotés? Pas seulement, il y a cet aspect-là, mais c'est déjà des banques qui se sont étendues dans le monde. Elles ont été aux États-Unis. Crédit Suisse a été quand même l'une des premières, et au début, ça a très bien fonctionné. Elle a été une des premières à comprendre que si elle voulait jouer un rôle sur le plan mondial et pas seulement en Suisse, elle devait aller à Wall Street. Elle a été une des premières banques étrangères à s'implanter aussi fortement. Et dans les premières années, avec Credit Suisse First Boston, ça a très bien marché. Avant qu'il y ait trop de risques. Et puis UBS a suivi aussi, mais ça a pris un peu plus de temps. Donc il y avait déjà ce côté, on veut pas seulement être des banques de détail, des banques de gestion de fortune, on veut aussi être des banques d'affaires. C'était jouer dans la cour des grands, en fait.
Parce qu'au départ, c'est de la gestion de fortune et de la banque de détail. Oui, et puis de la banque, c'est aussi de la banque commerciale c'est ce qui a permis de financer l'industrialisation suisse. Donc les grandes banques, à la base, Crédit Suisse, c'était ça. C'était avant même de faire de la gestion de fortune, c'était financer les chemins de fer, financer ce qui allait devenir les grandes entreprises suisses. Donc plutôt au départ une banque commerciale. Alors quand on lit votre ouvrage, on note que toute cette déviance, on va appeler ça comme ça, est due principalement à l'appât du gain. C'est-à-dire que j'allais dire, c'est presque vulgaire. C'est-à-dire que les gens ont eu des attitudes vraiment pour gagner de l'argent. Bon, dans une certaine mesure, c'est le but d'une entreprise, de gagner de l'argent. Après, il doit y avoir des garde-fous, un certain sens de l'éthique, mais oui, dans presque tous les cas, ça peut se résumer comme ça, ouais. Peut-être pas dans l'affaire des filatures, par exemple, où il y avait... En fait, on n'a jamais vraiment su quelles étaient les raisons de ces filatures. Dans un cas, c'était un des grands managers de Crédit Suisse qui était parti chez UBS, donc je pense que c'était un peu pour savoir ce qu'il faisait, s'il allait convaincre des gros clients de venir avec lui, mais dans les autres cas, semblerait que ça soit surtout une dérive totale, mais pas forcément dans un but d'appât du gain, comme ça l'a été avec Archegos, par exemple, ou bien avec le Mozambique, ou l'évasion fiscale, qui était organisée comme un système. Oui, parce que là, vous commencez à nous donner des éléments. Alors effectivement, l'histoire des filatures est sans doute un peu à part, mais tout le reste, tout le fonds d'investissement, les investissements en général, parfois un peu bizarres, c'est vraiment pour faire du chiffre. En France, on a eu l'histoire de l'affaire Carviel, où on sent que c'est un peu le même mécanisme, c'est-à-dire que le trader gagne de l'argent, a des résultats, donc finalement, on ne regarde pas trop ce qu'il est en train de faire. Oui, je pense que, c'est bien de donner cet exemple. Et d'ailleurs, il y avait eu un cas comme ça chez UBS aussi, avec un trader qui avait pris trop de risques. Et je pense qu'il y a cette tendance dans toutes les banques. Le problème chez Crédit Suisse, c'est qu'il y en a eu beaucoup, que les garde-fous n'ont pas fonctionné, les systèmes qui doivent détecter ce genre de choses ont parfois très bien fonctionné, même souvent très bien fonctionné, mais il y avait quelqu'un pour dire non, c'est pas grave. Donc c'est inhérent aux banques, ce risque-là. Alors, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous venez de dire les garde-fous ont fonctionné, les drapeaux rouges se sont levés, mais il y a toujours eu quelqu'un pour dire bon, en fait, c'est pas grave, on y va, quoi. Ouais, on le voit très bien parce que dans certains cas, les rapports ont été publiés, les rapports d'enquête après les fiascos, ou alors ils ont fuité, on a pu en prendre connaissance, notamment dans le cas d'Archegos, celui-là, il a été rendu public, donc c'était l'histoire du hedge fund américain qui s'est écroulé comme un château de cartes, Crédit Suisse faisait partie des banques qui lui avaient prêté beaucoup d'argent, et qui a été en plus la plus lente à se rendre compte qu'il se passait quelque chose de grave. Dans ce cas-là, on voit, il y a des gens qui se sont inquiétés des risques qu'ils prenaient, des demandes de plus en plus importantes, et puis en fait on s'est dit, et il y a vraiment texto dans des emails qu'on peut retrouver, qu'on peut lire, des gens qui disaient oui, mais les perspectives de gains sont immenses. Et ça a été la même chose avec l'affaire du gérant Star qui était à Genève, qui s'occupait des clients d'Europe de l'Est, notamment de Géorgie. Lui aussi, il avait même reçu un avertissement, et puis il a par ailleurs été promu, donc et là aussi le texto, c'est oui, mais regardez le chiffre d'affaires, le chiffre que ce gérant génère, c'est juste énorme. Maintenant, c'est une affaire sans fin pour Crédit Suisse, enfin maintenant UBS, puisque un des gros clients qu'il avait, c'était l'ancien premier ministre géorgien, qui a décidé qui poursuit la banque en fait, parce que le gérant a été condamné pour malversation. La banque s'est décrite comme victime en fait de son employé, mais pour son ancien client, elle a pas fait son travail de protection en fait. Elle a fermé les yeux sur ce que faisait son employé. Alors là aussi, on s'aperçoit que Crédit Suisse va investir ou va s'occuper de personnes pas obligatoirement très recommandables. Ça, c'est très étonnant aussi. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il doit y avoir quelqu'un dans les étages à la direction du risque qui doit dire
normalement. Écoutez, en Afrique, c'est un peu sensible. Dans les pays de l'Est, dans les pays que la Géorgie ou la Russie, c'est encore plus sensible. Et pourtant, ils y vont. Alors ça, c'est, je pense qu'il y a quand même énormément de progrès qui ont été faits pour, puisqu'il y a eu beaucoup d'affaires pour justement vérifier qui sont les clients, d'où vient l'argent, ces clients qu'on appelle PEP, exposés politiquement. C'est pas interdit de les prendre. Par contre, il faut souvent être très précautionneux sur d'où vient l'argent, etc. Dans le cas de l'oligarque géorgien, c'était pas le client le problème, c'était vraiment ce qu'a fait le gérant. Il a fait des très mauvais investissements, mais il a puisé dans les comptes de son client pour couvrir ses pertes. Donc là, en l'occurrence, on peut discuter est-ce que c'était une bonne chose d'avoir ce client, mais en l'occurrence, c'est surtout lui qui a été victime de son gérant. Est-ce qu'on peut dire, parce que ça intervient aussi à ce moment-là, que la posture des États-Unis dans son rapport avec le secret bancaire, les banques suisses et les banques françaises aussi, puisque BNP a eu droit aussi à son petit coup de chaud. Est-ce que cette posture changeante des États-Unis, notamment par rapport à l'évasion fiscale ou à l'optimisation fiscale, est aussi un des points du problème du Crédit Suisse? Je pense qu'il y a une question de contexte. Tout d'un coup, on s'est retrouvé après la crise financière à avoir des gouvernements qui devaient retrouver des recettes fiscales. Et là, c'était un peu un point de bascule pour la Suisse, parce que tout cet argent qui était caché en Suisse et sur lequel on percevait pas d'impôts, c'était plus tenable. Maintenant, c'est sûr que les États-Unis aiment bien s'attaquer aux banques suisses. Et en Suisse, on n'aime pas tellement cette hypocrisie américaine, parce que par ailleurs, il se passe plein de choses au Delaware, en Floride pour les clients, au Delaware pour les entreprises boîtes aux lettres, ou en Floride pour les clients sud-américains, qui s'apparentent tout à fait, voire pire à ce que font les banques suisses. Donc ça, c'est un sujet d'agacement sans fin. Le problème, c'est que les États-Unis, c'est le dollar, c'est un marché énorme, donc on est quand même un peu, on peut pas le contourner complètement, quoi. Et puis là où Crédit Suisse a pas senti en fait le problème, c'est c'est UBS qui s'est fait pincer en premier, puisqu'elle a eu un gérant qui a joué le rôle de lanceur d'alerte. En fait, il a été raconté aux autorités américaines ce qu'il faisait. Et puis du coup, UBS a passé un accord. Et Crédit Suisse n'a pas senti que le vent avait vraiment tourné très fort et qu'elle s'en sortirait pas, qu'elle pouvait pas, enfin qu'il fallait faire un accord et que plus elle attendait, plus la facture allait être salée, ce qui a été le cas. Oui, parce qu'on parle de plusieurs milliards de dollars à chaque Ouais, fois. 2,6. Alors, donc on a ce contexte des États-Unis qui mettent la pression sur les banques suisses. Et après, on a un management qui commence à évoluer au Crédit Suisse avec des gens qui interviennent pour sauver les meubles, qui n'ont plus la culture suisse. Enfin, j'ai ressenti ça. C'est-à-dire que vous avez des... Alors, il y a l'exemple du dirigeant qui n'a pas respecté les consignes du confinement. Ça, c'est assez exemplaire de voir que les Suisses ont été outrés de ce comportement-là, quoi. Ouais, bon, ça passe très mal en Suisse, mais je pense que ça passerait nulle part très bien. Sauf que là, en plus, il voulait redonner une vertu à cette banque, donc quelque part il devait jouer le rôle de modèle, et puis le modèle est pris en flagrant délit deux fois, de brûler les quarantaines, et en plus de mentir en disant qu'il savait pas, alors qu'en fait c'était pas vrai, parce qu'il avait demandé à des avocats comment il pouvait contourner les quarantaines, on lui avait dit tu pourras pas. Donc c'est moche, et puis disons, dans n'importe quelle autre entreprise, on aurait dit c'est moche, mais bon, Il est bon. Lui, il est bon, il va faire le job. Par exemple, Oui. mais là, il y avait déjà tellement d'affaires, on avait l'impression que... Là, c'est peut-être un coup de malchance aussi pour Crédit Suisse, parce que les choses s'enchaînent, elles n'ont pas de lien avec les autres, on croyait vraiment... Peut-être pas tout le monde était convaincu, mais il avait quand même un côté... très convaincant, redresseur de tort, etc. Donc ça a été vraiment inacceptable. Mais dans une autre banque, ça serait peut-être passé. Qui n'avait pas toutes ces casseroles déjà.
Ouais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter contre la culture non plus. C'est-à-dire que c'est la culture suisse du banquier suisse qui doit respecter, qui n'est pas bling-bling. Et c'est peut-être ça déjà l'origine du problème, c'est que en Suisse, on n'est pas bling-bling. Donc faire de la banque d'affaires et faire brasser beaucoup d'argent et peut-être avoir ce qu'il y a autour, c'est déjà un problème. Alors, ouais, en fait, par exemple, Brady Dougan, qui est américain et qui a dirigé Credit Suisse pendant plusieurs années, mais lui, il n'avait pas le côté bling-bling du tout. Mais par contre, il avait le côté très banque d'affaires. Et puis, et justement, il a été nommé, sauf erreur, juste avant la crise de 2008. Il a dit, nous, on a passé la crise assez bien, surtout quand on comparait avec la plupart des autres banques, en fait, et particulièrement en Europe et avec UBS. Et donc, lui, il s'est dit, on continue comme jusqu'à présent. Mais lui, il avait... il parlait... je sais même pas s'il parlait allemand, en tout cas pas français, ça c'est sûr, mais il avait un peu cette culture low profile du banquier suisse, ouais. Ça a changé avec Tidjane Thiam, qui lui avait pas du tout cette culture-là, mais son arrivée, elle a plutôt été très bien perçue. On voyait bien que la banque, elle était un peu en déliquescence. Il y avait, elle n'avait pas été au bord du précipice comme la plupart des banques, des grandes banques européennes pendant la crise, mais elle était très peu rentable, là où UBS avait vraiment redécollé en fait. Donc lui, il est venu pour faire une vraie restructuration et il s'est vite heurté à des réticences et puis peut-être un peu un choc des cultures aussi. Et donc, on a aussi, alors moi je dis que c'est un peu à part, mais visiblement je ne suis pas sûr que vous le preniez comme ça, mais l'histoire des filatures, ça fait, en France on dirait, ça fait vraiment histoire de pieds nickelés qui sont en train de surveiller les uns les autres, mettre des caméras chez le voisin, enfin, c'est délirant, c'est-à-dire qu'à un moment, ils deviennent fous, ou, pourquoi ils se mettent à faire ça? Je sais pas. On n'a pas encore le fin mot de cette histoire. Tidjane Thiam, il a toujours dit qu'il savait pas, mais son bras droit a sauté à cause de cette affaire. C'est vraiment difficile à croire qu'il savait pas. Est-ce qu'il a été trop loin parce qu'il avait l'impression qu'il avait tous les pouvoirs? Ça m'étonnerait parce que plus tard, on a appris, quand il y a eu un rapport de la FINMA, qui est l'autorité des banques en Suisse, qu'une des personnes surveillées, c'était rien à voir avec Credit Suisse, en fait, c'était l'ex-compagne de son ami à lui, donc là on arrive vraiment dans une culture dévoyée, quoi, à tous les niveaux, en fait, et c'est assez drôle de lire maintenant parfois Tidjane Thiam. Moi, j'étais très optimiste quand il est arrivé. Je pense qu'il a vraiment voulu faire des changements qui étaient nécessaires, mais quand il écrit après dans le Financial Times qu'il avait dit déjà qu'il y avait un problème de culture du risque, qu'il y avait un problème de culture en général, quand on voit cette affaire, ça pose quand même des questions, quoi. Si ça, c'est pas un problème de gouvernance, je sais pas comment l'appeler. Et donc cette affaire se termine un peu bizarrement, mais avec une problématique financière où le Crédit Suisse a besoin d'argent, a besoin de se recapitaliser. Finalement, un peu comme les banques californiennes de l'autre côté de l'Atlantique, alors évidemment beaucoup moins grosses, mais qui, elles, iront à la faillite. Et ils essaient de faire appel à un fonds souverain, le fonds souverain d'Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas. Et en fait, l'argent n'arrive pas. Et donc là, c'est la chute, mais elle semble hyper rapide, en fait. En fait, l'argent est arrivé au mois de novembre, quand ils ont fait 2022, quand ils ont fait l'augmentation du capital. Là, la Saudi National Bank a pris pratiquement 10% du capital. Et après, ce qui s'est passé en mars, c'est que le président, son responsable de Saudi National Bank, a dit dans une interview à Bloomberg, mais de nouveau, c'est quelque chose qui aurait pu être interprété différemment, mais dans un moment de tension extrême, ça a fait l'étincelle qui a allumé le feu complètement, quoi. Il a dit, même si on voulait, on donnerait pas même si on pouvait, on donnerait pas plus d'argent, déjà pour des raisons réglementaires. De capitalisation, il voulait pas devenir gérant de fête, ou enfin, je fais ouais, un je pense résumé, que mais ça. ouais, et puis ça posait des questions réglementaires s'il dépassait les 10%, en fait. Et là, ça a été complètement interprété comme son principal soutien ne soutient plus. Certainement surinterprété parce que
Bon, on peut faire des théories du complot, mais je pense qu'il a juste pas mesuré ce qu'il disait. Enfin, ça c'est mon interprétation. Et puis dans un contexte aussi tendu, ça a été, c'était le truc de trop. Oui, parce que quand vous détenez 10% d'une entreprise comme celle-là, vous n'avez pas du tout intérêt à ce qu'elle parte en faillite. Hein. Ouais. Donc il faut faire une théorie quand même un peu compliquée pour expliquer pourquoi il se tirait une balle dans le pied, c'est clair, ouais, c'est clair. Mais pendant longtemps, et ça a été, c'est un point important en fait, pendant longtemps, Crédit Suisse a rempli les exigences de capitaux et de liquidité, malgré les problèmes, malgré le fait qu'elle n'était pas très rentable, malgré la fuite des clients, elle était quand même au-dessus de la réglementation. Mais ce qui est important, parce qu'en fait, ça veut dire que le régulateur a des moyens limités aussi pour intervenir. Donc ça joue un rôle aussi dans l'enlisement, et puis dans le fait aussi qu'on s'est dit, non mais en fait, elle répond toujours aux critères, aux standards. Donc en fait, il n'y a pas... BAL 3 en l'occurrence aux standards suisses qui sont plus élevés que BAL 3. Et même au-delà, en fait, elle avait des fonds propres qui étaient équivalents aux autres grandes banques, voire parfois supérieurs. Donc c'était aussi quelque chose de rassurant. On s'est dit, bah en fait, non mais ça va. Et jusqu'à ce que ça aille plus, en fait. Et oui, effectivement, tout d'un coup, tout s'accélère. Et puis c'est vrai, vous discutez, si vous avez un compte à Crédit Suisse, pendant longtemps vous vous dites non, mais une faillite c'est pas possible. Hein. Puis tout d'un coup vous vous dites, est-ce que j'ai vraiment envie soit de risquer mes économies, soit il y a une garantie des dépôts comme dans la plupart des pays européens, mais c'est toute une procédure. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de passer par toute cette procédure où mon argent sera bloqué, et puis finalement les gens, même si c'est irrationnel, les gens décident de partir. Ouais. Alors c'est un bank run à la Suisse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des gens devant les guichets quand même. Non, mais je pense que maintenant, un bank run en Europe, aux États-Unis, c'est plus vraiment devant les guichets, parce que vous pouvez faire pas mal de trucs avec votre téléphone. Et c'est aussi ce qui fait que ça a été encore plus vite que les bank runs habituels. C'est que tout ça se fait en quelques secondes, et puis c'est bon, vous avez souvent un compte dans une autre banque. Donc voilà, on fait un virement, puis c'est fait. Alors, la décision du gouvernement ou de l'État suisse, c'est de faire appel aux frères ennemis. Et ça, pour les Suisses, ça a été un choc ou il valait mieux se sauver la banque malade? C'était certainement un choc. Bon, l'aspect désagréable, c'est surtout pour Crédit Suisse qui est un peu humilié. Enfin, tous les gens de Crédit Suisse, il faut imaginer quand même que c'est deux institutions qui s'adorent pas. Elles sont rivales, elles se réjouissent parfois des malheurs de l'autre, donc c'est pas l'humiliation, elle est là. Pour les Suisses, le choc, c'est de voir disparaître une enseigne aussi connue. C'est une banque qui existe depuis qu'on est là, depuis avant qu'on est là, en fait. Tout le monde a eu, il y a un côté très symbolique, tout le monde a eu son bonnet Crédit Suisse dans les années 80 ou 90, parce que il les avait distribués, donc il y a un côté très... ça fait partie du décor, en fait. Et que on savait depuis... Et ce qui choque aussi, c'est qu'on savait depuis longtemps que ça allait mal, et puis que tout d'un coup, il faut faire ça en catastrophe. Quand on voit les choses avec un petit peu de recul maintenant, on dirait que l'entité la plus préparée, c'était en fait UBS, qui s'était posé des questions en avance, en disant est-ce que c'est intéressant de racheter, mais qu'est-ce qu'on fait si on nous demande de la racheter? Et en fait, eux, ils apparaissaient comme les plus... Alors bien sûr, ils n'avaient pas pu aller voir les comptes de Crédit Suisse dans les détails, et ils savaient qu'il y avait des problèmes, etc. Mais c'était quand même eux qui semblaient les plus prêts à ce qu'on leur pose cette question. Ce qui arrive, ce qui finit par arriver. Alors aujourd'hui, cette fusion, elle en est où? Ça donne quoi, en fait, dans le paysage suisse? C'est-à-dire que l'enseigne Crédit Suisse a disparu? Elle n'a pas encore disparu, mais c'est probable que ça arrive, parce qu'il y avait, au moment de la fusion, au moment de l'annonce, il y avait plusieurs scénarios possibles. UBS a promis qu'il les étudierait tous. Un des scénarios, c'était de laisser vivre l'entité suisse de Crédit Suisse, qui était en fait un peu la perle de Crédit Suisse. C'est une banque universelle, avec banque de détail, banque de gestion de fortune, enfin tous les services, vraiment. Et ça a toujours été, au moins ces 10 dernières années, l'entité la plus rémunératrice, qui soutenait aussi en fait la banque d'investissement, où les résultats étaient vraiment en dents de scie, quoi. Donc
Donc il y avait pendant longtemps, et d'ailleurs il y avait même eu un projet de la sortir pour en faire une entrée en bourse séparée pour lever des fonds, et ça avait été abandonné. Donc il y avait cette possibilité que Crédit Suisse continue de vivre, comme ça poserait moins de problèmes de concurrence, et puis on gardait une entité qui fonctionne bien. Peut-être que UBS pourrait la revendre pour un prix supérieur à ce qu'elle a dépensé pour l'ensemble de la banque. Et puis ils ont décidé de l'absorber. C'est quand même une jolie marque. Enfin, c'est une marque. C'est une jolie marque, mais froidement, je pense qu'UBS s'est simplement dit on élimine un concurrent. Et puis, est-ce que ça pose vraiment des problèmes de concurrence? Bon, l'autorité de concurrence a toujours pas donné son avis sur là-dessus. Donc, de toute façon, c'est un peu annexe, mais il y a beaucoup d'autres banques en Suisse, y compris là où ça peut poser un problème, c'est peut-être les banques commerciales pour des entreprises de taille moyenne qui exportent, par exemple, qui du coup auraient plus vraiment d'alternative à aller chez UBS, en fait. Voilà, c'est ça. Mais pour un client comme vous et moi, il y a des banques cantonales, il y a des banques comme Raiffeisen, qui est une banque coopérative, il y a une offre quand même assez vaste. Mais donc je pense que froidement, ils se sont dit on élimine un concurrent, c'est une chose. Et l'autre, c'est qu'en fait, cette perle, elle existait plus, en fait. Parce que les dégâts, on a attendu tellement longtemps pour intervenir qu'en fait, les dégâts étaient trop grands. Il y avait trop de clients qui étaient partis, etc. Et puis pour ce qui est, par exemple, de la gestion de fortune internationale, ils ont dû se dire que l'image d'UBS était meilleure que celle de Crédit Suisse et que les clients préféreraient ça. Ça semble très choquant, hein, c'est-à-dire que pour un Français, on pourrait dire, c'est comme si la Société Générale disparaissait du jour au lendemain, y compris la banque de détail. Oui, bah c'est tout à fait ça, ouais. Mais j'ai peut-être l'air pas choquée, mais c'est sûr que ça a fait une onde de choc, et d'autant plus qu'on s'attendait à des pertes d'emplois énormes aussi. Il n'y a pas que le côté enseigne qui disparaît, il y a des emplois en jeu. Et là, je pense qu'on ne sait pas encore l'ampleur des dégâts. UBS a annoncé qu'il y avait environ 3000 postes qui allaient disparaître, mais que en fait, même s'il laissait Crédit Suisse vivre sa vie, il y aurait quand même des doublons, donc il y aurait quand même des suppressions de postes. Je pense qu'on ne connaît pas encore toute l'histoire et qu'il y en aura certainement plus des suppressions de postes. Oui. Mais parce que là aussi, au niveau local ou culturel, en fait, tout le monde a eu un parent ou éloigné employé à Crédit Suisse quasiment. Ouais, en tout cas un ami ou une connaissance, ouais, c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Et donc, dans ce pays qui est le pays de la discrétion, qui fait rêver les Français par ses votations, par cette affaire-là, aujourd'hui, est-ce qu'elle est retombée ou est-ce que c'est toujours au cœur des discussions, des échanges dans les médias, dans les journaux? En fait, c'est beaucoup retombé pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, les dégâts, pour l'instant, sont minimes. Les suppressions d'emplois, 3000 par rapport à une faillite complète de Crédit Suisse, ça semble peu. La Confédération suisse qui a garanti les prêts qui ont été faits à Crédit Suisse, ils ont touché de l'argent. Et en plus, UBS a déjà annoncé qu'elle renonçait à cette garantie, donc ça, c'est une affaire réglée. Donc voilà, on peut en résumé dire que c'est triste, une banque comme ça qui disparaît, mais qu'au fond, on s'en tire pas trop mal. Donc le débat, il est un peu retombé, et c'est un problème, c'est un vrai problème, parce que c'est la deuxième catastrophe bancaire en 15 ans. UBS avait dû être sauvé en 2008, aussi avec l'aide de la Banque nationale suisse et de la Confédération. Donc on peut que se poser la question. Il y a eu des efforts réglementaires immenses comme partout ailleurs, mais qui ont été encore plus renforcés en Suisse. Ça n'a pas empêché cette catastrophe. Donc on se dit en fait simplement quand la prochaine. Et pour vous, la prochaine pourrait être UBS, ou UBS est maintenant complètement bien cadré? Enfin, je vous dis ça, vous ne savez pas. Enfin, j'imagine que s'il y a des malversations ou des problèmes, ils ne le clament pas non plus. Non, maintenant, toute chose égale par ailleurs, ça va plutôt bien pour UBS, mais on ne sait pas
le risque est inhérent aux banques, soit pour les questions d'appât du gain, soit pour des questions de business model des banques. En fait, les banques sont faites pour prendre de l'argent à court terme et prêter à long terme. Donc, en soi, c'est risqué. Donc, il n'y a pas d'assurance complète, il n'y a pas on dit aussi en France, casco complète pour les banques, c'est même le régulateur qui a dit ça. Et c'est vrai, on ne pourra jamais être certain qu'un autre accident ne se produit pas. Et là, le fait que ces 2 sauvetages se sont plutôt bien passés, ça nous donne une sorte d'assurance qui n'a pas lieu d'être, parce qu'on ne sait pas. Oui, parce que peut-être que l'État suisse, la prochaine fois, dira pas, bah, écoutez, je vous aide à sauver cette institution, si c'en est une. Alors, je pense que l'État suisse n'a pas le choix d'intervenir parce que ce sera juste beaucoup trop important pour toute l'économie suisse. Et c'est un peu c'est aussi ça qui est triste dans cette affaire, c'est qu'en 2008, on s'est dit plus jamais se retrouver dans la situation à sauver les banques qui, comme on disait, le slogan c'était privatiser les profits mais nationaliser les pertes. Donc, on a vraiment voulu créer un corset beaucoup plus sérieux. Puis on se rend compte que oui, c'est vrai, il y a des progrès immenses qui ont été faits, notamment pour renforcer l'assise financière des banques, mais que tout le côté les banques peuvent faire faillite, comme on l'a cru après les réformes, en fait, c'était complètement une vue de l'esprit. Les banques peuvent pas faire faillite. Disons, elles peuvent, mais personne n'a envie d'essayer, même s'il y a un cadre pour le faire. Alors, pour les Suisses, juste pour rappeler, c'est que le secteur d'activité, l'industrie bancaire, c'est beaucoup d'argent pour, j'allais dire, ce petit pays. C'est ça, en fait, hein, il y a un ratio, c'est l'argent des banques, c'est quasiment plus que le PIB de la Suisse. Bah alors, ça dépend ce que vous prenez comme mesure, mais si on prend par exemple l'argent de la gestion de fortune, c'est immense, mais c'est pas le plus, c'est peut-être pas le, enfin c'est très important en termes de ce que ça génère comme commission et donc de profit pour les banques, mais en termes systémiques, c'est pas le plus important parce que c'est de l'argent qui est investi, donc même si la banque, si vous avez investi dans des actions, que votre banque fait faillite, vous avez toujours vos actions. C'est pas la même chose que les dépôts. Les banques sont grandes. En termes on peut prendre la mesure du bilan des banques, par exemple. Et là, tout le monde s'est exclamé après la fusion en disant maintenant, c'est UBS est une méga banque, elle fait 2 fois le PIB de la Suisse. On dit comme ça, évidemment, c'est énorme. Le problème, c'est que ça veut pas dire grand-chose de comparer le PIB avec le bilan d'une banque, mais on n'a pas vraiment d'autres moyens de comparaison. L'autre chose qu'on a oublié, c'est que Crédit Suisse et UBS ensemble en 2006, c'était 7 fois le PIB de la Suisse. Donc c'était rien à voir. Beaucoup plus grosse. Donc même ensemble les deux, c'est plus petit que UBS toute seule en 2006. Donc la question de la taille, elle est difficile en fait à comprendre. Tout dépend des risques qui sont pris. La Suisse c'est un peu unique pour ça parce que si on prend l'Allemagne, c'est Deutsche Bank qui est la plus grosse, c'est à peu près 1/3, je crois, du PIB. La France c'est plus proche parce que je crois que BNP Paribas, qui est la plus grande en termes d'actifs, correspond à peu près un petit peu moins que le PIB français. La Suisse, c'est vraiment particulier pour ça. Mais est-ce que ça veut dire que ça la met plus en danger qu'un autre pays? C'est difficile. Ça dépend du type de crise qu'on aurait. Est-ce que c'est une crise financière globale? Est-ce que c'est des problèmes que seule une banque a comme Crédit Suisse? Quels sont l'état des finances publiques, qu'est-ce que peut faire la Banque centrale, etc. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Oui, peut-être qu'un indicateur qui serait intéressant, c'est de savoir à combien contribue au PIB le secteur bancaire. C'est un peu moins de 10%. Voilà. Mais UBS seul, c'est pas autant. Et il y a une grande partie, c'est des banques de gestion de fortune qui sont pas systémiques, qui sont des banques de taille relativement moyenne, mais qui font que ça en fait, qui sont spécialisées. Ça c'est une grosse partie de cet apport au PIB. Pour conclure, Mathilde Farine, vous pensez que les Suisses, alors en particulier, et on va dire la planète de la finance en général, vont apprendre ou vont trouver des leçons, retenir des leçons de cette affaire Crédit Suisse? C'est une bonne question et d'un côté j'ai envie de dire malheureusement
peut-être pas suffisamment parce que ça s'est pas parce que le sauvetage s'est pas si mal passé que ça, mais on n'a rien résolu pour la suite. Et on a, après coup, en discutant avec des gens qui n'étaient pas suisses, ils disaient ah mais ça c'est un problème de Crédit Suisse, c'est pas un problème des autres banques, c'est pas un problème de notre système à nous. En fait, ça peut se produire partout. Et c'est bien ça c'est facile de dire mais c'est Crédit Suisse, c'était spécifique à Crédit Suisse. Et c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes qui étaient il y a eu un dérapage total, mais en fait ça pourrait se produire dans n'importe quelle autre banque. Et on est vraiment à la merci de ce genre de situation. Je pense que la leçon c'est vraiment de se dire est-ce qu'on a besoin de ces grandes banques? Si oui, parce qu'elles amènent pour la Suisse, ces grandes banques, elles ont permis aussi d'aider les entreprises à se développer, à exporter, etc. Est-ce qu'on considère que le risque en vaut la chandelle ou non? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je pense que c'est des questions qu'il faut se poser, pas seulement en Suisse, alors certainement en Suisse, vu la taille de l'importance de ce secteur, mais qu'il faut se poser partout. Après, en Suisse, il y a encore un maillage de petites banques ou de banques familiales locales, ce qui n'existe quasiment plus. Alors en France, il doit en rester quelques-unes, des banques indépendantes, mais tout le reste, il y a eu des regroupements et donc des fusions, et donc c'est un secteur qui s'est plutôt concentré. Oui, qui pose d'autant plus problème de la question systémique. Et cette idée qu'on a quand même vécu ces 15 dernières années en se disant « maintenant c'est bon, les grandes banques peuvent faire faillite ». En fait, non seulement c'est pas vrai, mais en plus c'est pas l'air du temps, parce que quand on voit la Silicon Valley Bank, qui était pas systémique, on a quand même vu tout de suite les autorités américaines dire « on va garantir tous les dépôts, y compris bien au-delà de la garantie des dépôts qui existent ». Donc ça veut dire c'est carrément pas du tout dans l'air du temps de se dire vous avez mal senti les risques, vous avez mal diversifié votre banque, tant pis pour vous. Ouais. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je sais pas. Mais par contre, c'est clair que cette option faillite c'est un leurre. Toute la problématique, c'est de savoir si les dirigeants des banques jouent avec cette possibilité-là, en se disant jamais ils nous fermeront ou jamais ils nous mettront en faillite, ou est-ce qu'ils se disent qu'il faut qu'ils gèrent bien parce qu'il ne faut pas qu'ils tombent en faillite. C'est toute la réflexion. Finalement. Exactement, exactement. Mathilde Farine, merci beaucoup. Je vous rappelle votre ouvrage, La Chute, ça se lit comme un roman policier, donc comme je le disais, à part que tout est vrai, rien n'est inventé, qu'on connaît malheureusement la fin, mais qu'on ne connaît pas encore la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'en profite pour remercier la chronique Agora, partenaire de cet événement, qui nous a hébergés dans ses studios. Nous vous invitons à télécharger gratuitement leur dernier rapport, la meilleure alternative à la monnaie classique en temps d'inflation. Le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Enfin, si vous souhaitez investir dans les métaux précieux, je vous invite aussi à découvrir la solution docoffre.com. À très vite.